Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Émission très spéciale cette semaine. Comme l'année 2025 touche à sa fin, nous vous proposons un bilan des 12 derniers mois d'Apple. L'année de l'entreprise a été très contrastée. D'un côté, Apple ne s'est jamais aussi bien porté financièrement. Plusieurs records de chiffre d'affaires ont été battus et sa capitalisation boursière est plus impressionnante que jamais. Mais de l'autre, les départs s'enchaînent à un rythme effréné et les doutes persistent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder dans cet épisode. C'est parti pour le récap de 2025. Avant toute chose, toute l'équipe de Mac Génération vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère que vous avez passé un joyeux Noël avec ou sans cadeau Apple. On vous souhaite surtout d'être en bonne santé et entouré des gens qui comptent pour vous. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, ça va très bien et toi ? Ça va bien, ouais. Est-ce que tu as bien révisé tes fiches là pour le replay 2025 d'Apple ? Tu sais que j'angoisse déjà, c'est toujours un vrai problème en début d'année. Quand tu dois écrire 2026 au lieu de 2025, ça pendant les 3 premières semaines, c'est l'angoisse absolue. Mais on va essayer. On va essayer, ouais. Et un petit avertissement avant de démarrer, on enregistre cette émission le 22 décembre. Alors, si Tim Cook est remplacé par Scott Forstall le jour de Noël, ne vous étonnez pas si on n'en parle pas. Ça sera normal. Ne fais pas le malin. Je te rappelle que Apple a acheté une petite société pour 400 millions de dollars qui s'appelait Next un 20 décembre. Et d'ailleurs, en 2026... Oh, on est le 22, ça va. Ouais, voilà. Mais en 2026, ça fera 30 ans. Ah oui. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on mette ça dans nos plannings et qu'on arrive à retrouver des vieilles machines Next et faire des articles sympas. C'est toujours une machine... Enfin, j'ai rêvé d'en avoir une quand j'étais jeune étudiant et j'aimerais déjà, ne serait-ce qu'en toucher une et l'utiliser un petit peu pour voir ce que c'est. Oui, puis sans Next, Apple ne serait pas là où elle en est aujourd'hui, c'est sûr. On va commencer ce récap avec une nouveauté de 2025 qui ne vient pas de Tim Cook, mais avec laquelle il est obligé de composer dorénavant. C'est Donald Trump. Et oui, il ne vous aura pas échappé que Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche en début d'année. Alors, peu de temps après son investiture, le président américain a paniqué un peu tout le monde en déclenchant une guerre commerciale avec le monde entier. Il s'est aussi attaqué à des programmes d'inclusion et de diversité qui sont chers à Apple. Alors Christophe, comment Tim Cook a manœuvré avec le nouveau président ? Est-ce qu'il a su préserver les intérêts d'Apple ? Est-ce que c'était pas vraiment une nouveauté ? C'est un petit peu comme la deuxième édition d'un film, il revient et il est encore plus méchant ou je ne sais quoi. C'est un peu ça, oui. Non mais tu m'étonnes qu'après 1 an de Trump, enfin moi je comprends pourquoi Tim Cook il a tout d'un coup des envies de passer la main, ouais. Je comprends pourquoi il a été voir son conseil d'administration en disant bon là il serait peut-être vraiment temps de trouver quelqu'un pour me remplacer. Alors là il doit se dire il y a encore 3 ans à tenir dans ce climat, c'est long, oui, ça use donc. Bon courage à lui, en tout cas. Et c'est certain que Trump a énormément occupé l'esprit du dirigeant d'Apple, surtout, on va dire, pendant les 6 premiers mois de l'année. C'est assez contrasté parce que je vais dire 2 choses qui sont assez opposées, c'est-à-dire que le coût, on va dire, de cette guerre financière, de cette guerre commerciale, c'est quand même $1 milliard, ça coûte $1 milliard à Apple par trimestre. C'est quand même pas rien. Mais malgré tout, il a quand même su très bien manier sa barque. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans la guerre commerciale. Mais assez rapidement, il a réussi à obtenir un traitement de faveur auprès de Donald Trump. Alors, quitte à faire quelques... Des courbettes. Voilà, on se souvient de ce fabuleux trophée qu'il a donné au cœur de l'été à Donald Trump. Voilà, vraiment, il a tout fait. Alors, il y a eu aussi, effectivement, beaucoup de promesses avec des programmes et des engagements à investir davantage aux États-Unis pour calmer le jeu. Alors, on verra ce que ça donnera, mais c'est vrai que depuis quelques années, Apple fait de véritables efforts et investit de plus en plus aux États-Unis. Alors, ça va sans doute peut-être pas aussi loin que de ce que voudrait Donald Trump, qui rêverait que les iPhones soient assemblés sur le continent américain, mais c'est peut-être aussi la chose la moins intéressante dans le processus de fabrication d'un téléphone. Ceci dit, il y a quand même 2-3 choses,
on a l'impression que Tim Cook a avalé bien des couleuvres, mais il y a eu quand même quelques petites piques à des moments, enfin ici ou là. D'ailleurs, à un moment donné, on avait cru comprendre que les deux hommes avaient été brouillés, mais c'est ça qui est peut-être bien. C'est une des rares choses qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'il change très rapidement d'avis, donc voilà. Oui. Mais il y avait eu un petit fait marquant, c'était quand même lors de l'annonce des publications des résultats trimestriels d'Apple au mois de mai. Dans le premier paragraphe, Tim Cook se félicitait des progrès d'Apple en matière d'écologie et d'avoir réussi à remplir certains objectifs. Donc voilà, c'était pas forcément innocent, parce que quand on lit des résultats, des communiqués de résultats trimestriels, pour être franc, on s'attend à autre chose, à tort ou à raison, que cela. Voilà, pour faire un bilan, donc une année très mouvementée, le bateau n'a pas coulé, parce que malgré tout, on a eu longtemps peur que les prix, notamment de l'iPhone, soient fortement impactés par cette guerre commerciale. Voilà, il y a eu des petits réajustements tarifaires ici ou là, mais et nous, on a d'ailleurs été plutôt protégés grâce à la hausse de l'euro. Mais malheureusement, pour Tim Cook, peut-être que le plus dur, ce sera en 2026, on ne sait pas. On en vient naturellement aux résultats financiers d'Apple, t'en parlais un petit peu. Donc à plusieurs reprises cette année, la pomme a battu des records trimestriels. Au troisième trimestre, par exemple, celui qui va de juillet à septembre, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires record de 102 milliards de dollars. Alors on n'a pas encore les résultats de fin d'année, ça arrivera en fin janvier ou début février. Mais Tim Cook s'est montré très optimiste grâce au très bon démarrage des iPhone 17. Et puis, cet automne aussi, la valorisation boursière d'Apple a passé un cap. Elle a dépassé les 4 000 milliards de dollars. Donc, j'ai envie de dire que tout va bien, non ? Oui, enfin, dans les problèmes qu'on a, enfin, chacun ses problèmes. J'aimerais bien avoir le capitaine. Non, plus sérieusement. Oui, alors, sans doute le fait marquant, ça a été, et on s'y attendait pas, c'est le grand réveil de l'iPhone. Et le grand réveil de l'iPhone n'a pas eu lieu à la rentrée, puis c'est carrément amplifié à ce moment-là, mais il a eu lieu au cœur du printemps. Alors au début, on pensait que c'était un épiphénomène lié à la guerre commerciale, que les gens, notamment aux États-Unis, accéléraient leur renouvellement d'iPhone de crainte que les prix augmentent. Mais non, ça a été on va dire un mouvement durable de renouvellement qui a commencé donc avec cette gamme d'iPhone 16, 16 Pro qui c'est de très bons iPhones, mais c'était pas forcément une révolution technologique quand ces produits ont été annoncés. D'ailleurs, ce qui a été intéressant, c'est de voir que ce renouvellement n'est pas intervenu pendant leur sortie, mais on a constaté qu'il y avait un phénomène, voilà, comme je disais, plutôt en février, mars, avril. Et puis les choses se sont amplifiées parce qu'il faut aussi le reconnaître, c'est-à-dire que la gamme iPhone 17 dans l'ensemble fait un tabac, à l'exception de ce pauvre iPhone Air. Voilà, et puis le bateau Apple se porte bien, c'est-à-dire que les services continuent leur progression inexorable. Et l'autre bonne nouvelle, enfin celle qui nous fait vraiment peut-être le plus plaisir, c'est que le Mac se porte très 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 bien. Alors tout ça fait qu'effectivement l'action Apple a repris du poil de la bête, mais plutôt à partir de la rentrée, parce qu'elle a quand même le cours de l'action a longtemps été dans le rouge, pénalisé par la perception qu'ont les investisseurs d'Apple dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y avait, quand on parle des 7 magnifiques, tout le monde était dans le vert, sauf Apple et Tesla, et pendant un moment, Apple était la seule société dans le rouge. Donc voilà, c'est malgré tout pas... il faut sans doute séparer. D'un point de vue financier, c'est une très bonne année. D'un point de vue boursier, alors c'est vrai qu'Apple est à nouveau a rejoint le cap des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc voilà, c'est un chiffre qui fait sans doute très plaisir aux investisseurs. Mais malgré tout, on a quand même l'impression que d'un point de vue boursier, Apple vit dans l'ombre des boîtes qui sont estampillées IA. Mais attention, parce que dans ce domaine-là, les avis se font et se défont très très vite. Cet été, c'était Meta qui avait le vent en poupe, qui a connu à ce moment-là des progressions très importantes.
Et puis, quelques semaines plus tard, les investisseurs ont commencé à se poser des questions. Est-ce que Mark Zuckerberg va arriver à tenir ses promesses? Est-ce que Meta va être le grand gagnant de cette course à l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va être la première société à mettre au point une super intelligence? Et tout d'un coup, les investisseurs se sont mis plus à regarder les coûts que les perspectives. Alors, quand on pense intelligence artificielle, on pense avant tout à Nvidia, qui est un peu la valeur sûre de ce marché. Mais là aussi, on se dit que c'est un géant au pied d'argile. Et justement, la boîte qui a actuellement le vent en poupe, c'est Google. Et ils reviennent un peu de nulle part. Il y a 3 ans, ils étaient complètement à la ramasse par rapport... ils n'avaient pas vu venir la vague de l'intelligence artificielle générative. Voilà, ils sont revenus à la hauteur d'OpenAI, ce qui est déjà pas une mince affaire. Et puis maintenant, tout le monde est en train de se rendre compte que ces gens-là ont des puces et qu'ils pourraient vendre également ces puces à la concurrence. Et ça pourrait être problématique pour Nvidia. Alors, tu en as déjà pas mal parlé, effectivement, on va aborder le sujet de l'intelligence artificielle parce que c'est évidemment un domaine qui nous a beaucoup occupé cette année. En ce qui concerne Apple, Apple Intelligence a été lancé en bêta fin 2024 aux États-Unis, mais en Europe, c'est arrivé au printemps dernier avec iOS 18.4. Et quelques mois plus tard, à la VVDC, Apple a introduit quelques nouveautés. Notamment la possibilité pour les applications tierces d'utiliser les modèles intégrés aux iPhones et aux autres appareils. Et l'IA, ce n'est pas que du logiciel, c'est aussi du matériel. La puce M5 introduite récemment inaugure des accélérateurs neuronaux dans le GPU qui accélèrent justement beaucoup les tâches en IA. En parallèle de tout ça, un nouveau concurrent semble se dessiner pour Apple. OpenAI a débauché chez Apple de nombreux ingénieurs et s'est même allié avec Johnny Ive et son équipe pour concevoir des appareils. Alors si on fait un petit bilan de tout ça, Apple, elle en est où dans l'IA? Est-ce qu'elle est toujours en retard ou bien est-ce qu'elle a rattrapé les autres? Non, là, c'est une année pour rien pour Apple. J'ai envie de commencer avec deux petites choses, d'ailleurs, qui me perturbent beaucoup. Enfin, c'est que j'étais en train de... Je discutais avec un copain sur message l'autre jour et je voulais m'amuser à faire une image avec Playground. Faut le vouloir. Ouais, déjà, j'y suis pas arrivé. Et vous regardez ce qu'Apple fait avec Playground et de l'autre côté, bon, comparaison n'est pas raison, mais quand on voit ce qui se passe actuellement avec Sora... Ouais, on a l'impression qu'il y a quand même un petit décalage. Et la deuxième, par rapport à ce que tu disais, c'est genre d'ingénieurs, enfin de gens d'Apple qui partent chez OpenAI. Je sais pas quoi penser de cette photo où on voit, de cette conférence où on voit donc, il y a Sam Altman d'un côté, donc qui discute, et il discute avec Johnny Ive et Lauren Jobs. Ouais. Et on se dit, non mais... On a l'impression que, quelque part, que l'ADN d'Apple, il est chez OpenAI. Quelque part, je me suis dit, mais enfin... j'ai l'impression qu'on n'est pas loin d'une trahison, quelque part. Ouais, c'est frappant de voir les trois comme ça, effectivement. Et puis, surtout, c'est la mise en scène de l'amitié, on peut dire ça comme ça, entre Sam Altman et Johnny Ive est vraiment frappante. Hein, ouais. Donc on verra effectivement, et c'est sans doute l'un des enjeux de 2026 et de 2027, de voir qu'est-ce que ce duo va nous produire. Mais alors pour revenir au bilan d'Apple, c'est pas glorieux. Alors il y a des têtes qui sont tombées, il y a eu de nouvelles nominations, il y a eu des départs en quantité chez la concurrence. Ça, c'est le premier point. Apple qui n'a pas tenu ses promesses avec Siri, et alors là c'était vraiment l'aveu de faiblesse d'Apple en matière d'intelligence artificielle. Voilà, Apple Intelligence qui a quand même avancé à pas compter. Enfin, il y a eu 2-3 trucs sympas. On pense à la traduction en direct dans les AirPods. Mais voilà, les technologies de base avec lesquelles elles ont été présentées, il n'y a pas eu de pas de géants qui ont été faits. Et puis, il y a quand même malgré tout très très peu d'intégration dans les outils logiciels d'Apple. Voilà, enfin... L'intelligence artificielle ne révolutionne pas notre quotidien. Et voilà, enfin, j'ai l'impression que de nombreux utilisateurs, enfin, c'est le quotidien de nombreux utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent des produits Apple, mais lorsqu'ils veulent utiliser l'intelligence artificielle, soit ils lancent l'application ChatGPT, soit ils ouvrent leur navigateur web et ils font des prompts via leur navigateur web.
Après, niveau intégration, il y en a quand même, hein. Là, je pense par exemple, dans Messages sur iOS 26, tu as la traduction automatique des messages. Ça utilise un peu d'IA. Mais en même temps, j'ai eu un mauvais exemple cette semaine, c'est que j'ai une traduction normalement qui est automatique du japonais vers le français. Et en fait, ça m'a traduit un message d'un de mes correspondants qui était écrit en français vers du français, mais ça traduit n'importe comment. Donc ça fonctionnait très mal. Mais les intégrations, Apple essaye quand même de le faire dans plusieurs parties du système, mais ça reste assez discret, quoi, c'est ça. Ouais, et ça reste quand même assez basique. On voit, t'es sans doute mieux spécialisé que moi dans ce domaine, mais quand on voit ce que Apple fait avec Pixelmator au niveau d'intelligence artificielle et où on est Adobe, oui. Il y a quand même des choses à faire. Alors, on va le dire, la situation, il faut le dire, elle est pas loin d'être dramatique. Bon, ceci dit, Apple peut peut-être se consoler et y croire en prenant justement l'exemple de Google, qui était sans doute très en retard sur ces sujets-là il y a 3-4 ans, enfin sur certains sujets, hein, je parle surtout d'intelligence artificielle générative, et qui là est maintenant en tête de peloton. Donc voilà. Alors Apple a quand même beaucoup subi, hein, on a parlé notamment des départs massifs, enfin presque, vers OpenAI et Meta. Bon, il y a eu quand même la nomination d'Amar Subramania, j'espère que je le prononce bien, à la tête de la division intelligence artificielle chez Apple. Donc on va voir tout ce que ça, on va voir tout ce que ça va donner en 2026. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu déjà l'année de la dernière chance pour Apple. Enfin, en tout cas, il faut qu'Apple montre qu'elle est capable de monter en puissance. Alors, Apple sera sans doute très très attendu avec le nouveau Siri qui est attendu au printemps et qui utilisera donc les technologies de Google en partie. Et puis, les retards d'Apple dans l'intelligence artificielle, ça commence à lui jouer des tours. Il y avait un produit qui aurait dû sortir cette année, qui d'un point de vue hardware, sans doute est prêt depuis des mois et des mois, et d'ailleurs dont les produits sont déjà dans des entrepôts et qui n'attendent plus que la validation logicielle. C'est ce fameux Smart Hub qu'on appelle entre nous HomePad. Beaucoup ont constaté qu'Apple n'a pas fait grand-chose dans le domaine de la domotique cette année. Mais c'est sans doute lié également au retard qu'Apple a dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors Apple peut, sur certaines choses, comme tu l'as décrit, avec sa puce M5, faire des choses très sympas, mais malgré tout, il y a un constat qui est assez alarmant en cette fin d'année. Tu parlais des produits, je vais te rester la liste de tous les produits sortis par Apple cette année pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, au niveau des iPhones, on a eu l'iPhone 16e, l'iPhone 17, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air. Au niveau des iPads, l'iPad A16, l'iPad Air M3, l'iPad Pro M5. Pas d'iPad mini cette année, malheureusement. Hein. J'espère vraiment que ça arrivera l'année prochaine. Au niveau des Mac, le MacBook Air M4, le Mac Studio M3 Ultra et M4 Max, le MacBook Pro M5. Les Apple Watch, donc il y a eu la SE3, Series 11 et Ultra 3. Et enfin, le Vision Pro M5 et les AirPods Pro 3. J'espère que j'oublie rien. Je dirais que c'est plutôt un bon cru, mais sans surprise. T'aurais pu te simplifier la vie en disant qu'Apple a mis à jour tous ses produits, sauf l'iPad mini et le Mac Pro. J'aurais pu dire ça aussi, c'est vrai que ça aurait marché. Ça m'aurait évité une longue liste, oui. Ça a été une formidable année de transition. Et il y a de beaux produits dans cette liste. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément des produits haut de gamme, mais voilà, je pense notamment à l'iPhone 17, qui est sans doute la plus grande réussite de la gamme cette année. C'est enfin l'iPhone, on va dire, c'est le premier iPhone qui fait un peu d'ombre à la gamme Pro et qui doit sans doute pouvoir convenir désormais à 90 ou 95% des utilisateurs. Avant, lorsqu'on voulait prendre un iPhone, on se disait on va peut-être prendre le Pro parce que il y a l'écran, parce qu'il y a la photo, je ne sais quoi. Là, Apple a délivré une très belle copie. Dans le même genre, d'ailleurs, je pense à l'Apple Watch SE3 qui devrait permettre à Apple d'être plus compétitive sur l'entrée de gamme.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui achetaient peut-être une Apple Watch Series 9, 10, 11 et qui vont se dire, oh, finalement, cette Apple Watch SE a tout ce qu'il faut pour mon usage. Mais voilà, ça montre aussi que c'est une année de transition. Apple a soigné son entrée ou son milieu de gamme. Dans cette liste, il y a quand même 2 autres produits qui méritent d'être signalés. Il y a des AirPods Pro 3. C'était pas facile de succéder aux AirPods Pro 2 qui étaient déjà de super écouteurs. Apple a mis la barre un peu plus haute, même s'il y a eu beaucoup de confusion avec les rumeurs où on parlait de générations qui allaient succéder avec peut-être des Pro 4 qui arriveraient dès l'année prochaine. Enfin, ça, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, le bilan est très bon pour les AirPods Pro 3. Et puis, niveau Mac, il y a une machine qui continue à séduire tout le monde, qui continue à faire un carton. C'est le MacBook Air M4. Vous voulez acheter un Mac, pas la peine de vous prendre la tête. C'est la machine par excellence. Surtout son prix, en plus, il est bradé vraiment à des prix assez impressionnants. Moins de 900 € le MacBook Air M4, c'est vraiment une affaire incroyable. Ouais. Voilà. On ajouterait, il est sorti un peu avant l'année dernière, le Mac Mini M4 aussi, qui est une très belle machine. Ouais. Mais le changement, c'est sûr que c'est en 2026, avec au moins 3 ou 4 produits. Alors, même si on n'en voit que la moitié, ça sera déjà beau. Alors, il y a déjà ce MacBook low cost qui serait équipé d'un processeur d'iPhone. C'est une idée sur laquelle Apple semble plancher depuis plusieurs années. Et puis là, je me dis, ils doivent se dire qu'il y a un coup à jouer en occupant, entre guillemets, l'entrée de gamme, ce qui permettrait sans doute à Apple de convaincre des utilisateurs indécis et lui permettre sans doute de gagner quelque part de marché, à la fois dans le domaine de l'éducation et dans le monde de l'entreprise. Alors après, il y a un appareil qu'on attend tous, c'est évidemment l'iPhone pliable, qui risque sans doute d'être la plus grande révolution quasiment depuis le début de l'iPhone. Alors moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur parce que ça ressemble un petit peu à l'objet ultime. Ça fera téléphone, ça fera tablette. iPad mini surtout, ça fera iPad mini. Voilà, c'est ça. Et on peut même imaginer que ça fasse même peut-être un ordinateur si Apple s'amuse. Enfin, il y avait des projets comme ça disant que l'iPhone pourrait se brancher à un écran externe et avoir un environnement de travail avec Stage Manager, ouais. Voilà, je dis tellement peu jour. Bref, ça peut être très très addictif, mais j'ai confiance dans Apple parce que ça pourrait aussi être, cet appareil pourrait également avoir un prix très très salé. Je serais étonné qu'il soit vendu en dessous de 2000 €. Et puis pour compléter cette liste, il y a quand même le MacBook Pro M6 qu'on attend sans doute pour fin 2026, qui là aussi on nous promet la 5G, un écran tactile. Alors ça aussi, un Mac tactile, ça promet d'être une immense révolution et je suis curieux de voir comment Apple va présenter ça. Et si c'est le cas, je pense qu'on devrait quand même avoir... la WWDC, dès le mois de juin, à mon avis, devrait être riche d'enseignements pour ces 2 appareils. Ouais. Et puis, il y a peut-être ces lunettes qu'on attendrait soit pour fin 2026, soit pour début 2027. On n'en sait rien, mais voilà. Cette liste, ça donne envie d'être en 2026, quoi qu'il en soit. Et on termine ce bilan de l'année avec un phénomène qui a été en toile de fond toute cette année, et puis au cours de cette émission aussi, et qui s'est accentué au cours des dernières semaines. Donc c'est qu'il y a eu beaucoup de départs chez Apple. Alors certains étaient prévus, comme la retraite de Jeff Williams, l'homme orchestre qui supervisait les opérations, l'Apple Watch, la santé et le design. Et puis d'autres départs ont été précipités, comme ceux d'Alan Dye, le responsable du design logiciel qui va rejoindre Meta, et John Giannandrea, qui paye les errements d'Apple dans l'IA. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une stabilisation de l'équipe en 2026 ou au contraire encore à de gros changements, Christophe ? J'ai envie de dire que cette phase de transition se finira avec le départ de Tim Cook. Mais il y a eu... non, mais c'est peut-être, parce qu'à un moment donné, il y a aussi... Oui. Il n'est pas éternel, oui. Voilà. Mais, ceci dit, sans qu'on le veuille ou qu'on l'imagine, c'est devenu l'un des enjeux de 2026. Partira pas. Et je pense qu'il faut qu'il donne un signal, surtout si son intention est de rester encore quelques années.
Alors, les départs, c'est sans doute pas fini. Alors, il y en aura sans doute moins. Mais enfin, voilà, j'ai regardé quelques seniors vice-présidentes et il y en a beaucoup qui approchent de l'âge de la retraite. Hein. Il y a Eddie Q qui a 61 ans, Johnny Struggi qui a le même âge. Alors, lui, il y avait eu des rumeurs disant qu'il pourrait être intéressé pour travailler dans une autre entreprise. Et Jos Diag, donc le responsable du marketing, qui a également 61 ans. Alors, la crise, telle qu'Apple la connaît, en fait, c'est une cumulation de deux facteurs qui sont assez rares quelque part. Alors, tout d'abord, il y a un grand nombre de cadres qui arrivent à l'âge de la retraite, tous plus ou moins en même temps, et c'est assez unique. D'habitude, dans les sociétés, il y a peut-être plus de cadres de quinquas, ce qui fait que ces transitions sont moins abruptes. Mais ça promet sans doute d'être délicat pour Apple. Et puis, l'autre facteur, c'est que les responsables qui sont juste en dessous, il y en a beaucoup, on pensait qu'ils feraient carrière chez Apple, et puis finalement, au bout de quelques années, ils partent. Alors, beaucoup se félicitent du départ d'Alan Dye, mais son cas, malgré tout, est assez emblématique. Et on pourrait citer comme ça de nombreux exemples, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le design, dans de nombreuses équipes d'Apple, ou des gens qui, après avoir travaillé 5-10 ans chez Apple, finalement, partent chez Meta ou OpenAI. Voilà, c'est un petit peu... disons qu'il y a une époque, et je me souviens de l'époque de Jobs, il y avait quand même des... Alors, c'était pas forcément une bonne chose, mais il y avait des accords avec la concurrence. Ça avait d'ailleurs valu un procès en disant Oui. on ne se pique pas nos employés. Et voilà, ce temps est complètement révolu et il y a sans doute un taux de turnover à des postes importants qui sont beaucoup plus importants que par le passé chez Apple. Et c'est vrai qu'il y avait la stratégie de Tim Cook qui, dans la mesure du possible, préférait la promotion en interne au débauchage. Voilà, mais alors si les gens ont tendance à sont plus volatiles, forcément c'est plus difficile. Eh bien, merci pour ce retour, non pas sur la semaine, mais sur l'année entière d'Apple. Christophe, je te souhaite un bon réveillon. Bon réveillon et voilà, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. On vous souhaite un excellent réveillon et on se retrouve donc en 2026. À l'année prochaine. Salut à tous.